Yves Calic, une crise inédite, donc pas de retour d'expérience. Une partie d'improvisation s'est imposée automatiquement à vous. Ah oui, ça on peut dire qu'une partie d'improvisation s'est imposée, mais heureusement l'ensemble des associations, entre autres de l'Alliance solidaire, ont répondu tout de suite. On a mis un dispositif en place, puis au fur et à mesure qu'on avance, on adapte notre initiative aux besoins des personnes. Qu'est-ce que vous mangez d'habitude? On mange de tout, je mange rien, je mange pas chez moi. On mange pas chez moi. Je jette rien. J'ai une tutelle, j'ai droit à 80 euros par semaine. Grâce à lui un peu que je dors au chaud et Et vous mangez à votre faim. et que je mange à ma faim. Oui, il y a tout à fait autre chose qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a commencé à Barbara, par exemple, à 50. Sauf que dans les centres d'hébergement, il n'y avait plus de nourriture parce que certains étaient approvisionnés par le bus du cœur. Voilà, et bon, on s'est tous mis en tas, on a réfléchi, on est parti. De 50 à Barbara, on en est arrivé à 400 par jour. On est à peu près à 13 000 repas. La population est de plus en plus en précarité. En plus, la crise économique, elle arrive. Et donc, il va y avoir des licenciements, de la mise en chômage partiel. Il faudra bien qu'on puisse répondre. Et je crois que le Mans solidaire est en place. La ville du Mans, par son maire, évidemment, est mobilisée, nous donne un coup de main. C'est la cuisine centrale qui fournit les repas de la ville du Mans. Bon, et puis le CCAS au niveau des prestations sociales, puisque j'en suis le président délégué, où là aussi le CCAS a répondu présent, on a mis les choses en place, et puis à l'heure où je vous parle, on est en train de réajuster tout ça. Oui, le CCAS est ouvert, hein. On faisait d'abord tous les bons alimentaires pour les personnes. Ils arrivaient, la situation elle était 2-3 questions, et puis le bon alimentaire était fourni en fonction de la composition familiale. Et là, on est en train de reprendre tout ce qui, les aides normales d'un CCAS, mais avec l'expérience qu'on traverse en ce moment, demain ne sera pas comme hier. Au niveau du CCAS, par exemple, j'ai eu l'occasion de travailler avec l'Union nationale CCAS sur CCAS 2050, où j'avais fait quelques propositions, et pas tout seul, hein, parce que c'était la France entière. Les propositions qu'on a faites, les réflexions qu'on avait, c'est plus 2050, hein, c'est 2021, quoi, c'est demain matin, quoi. Les gens sont mobilisés et s'interrogent en disant comment on peut faire encore mieux et demain, quoi. Donc j'ai vu aussi que la vie avait continué pendant le confinement. Et tous les malheurs du monde sont arrivés aussi. Vous avez été confronté à des situations extrêmement pénibles vis-à-vis des femmes, des enfants, des adolescents. Oui, évidemment le confinement, alors si on prend les violences conjugales, le confinement fait que les violences se sont multipliées. Moi je n'ai pas de chiffres, hein, se sont multipliées, mais ici, à Barbara, on a été alerté 4 fois. 4 fois, on a trouvé une solution. Et ça continue. J'ai été alerté il y a 2 jours par quelqu'un d'autre. On a trouvé la solution avec cette personne en discutant avec elle. Et puis, les parents qui, pour des raisons qui leur appartiennent, mettent leur môme dehors. Donc, quelques mineurs et puis des jeunes qui viennent d'être juste majeurs. Bon, ça, c'est le confinement. Je pense qu'en plus, la pression familiale, quand vous êtes en précarité, elle est accentuée par cette crise sanitaire. Donc à un moment donné, il y a des gens qui n'ont pas d'autre solution. Donc moi je ne juge pas. Ce que je constate, c'est qu'on nous demande de regarder comment on peut régler les choses. Voilà. Tout ça. Et puis les personnes qui sont incarcérées et qui sont libérées parce qu'ils ont des peines de moins de 3 mois, qui arrivent là, comment faire ? Et donc on a un réseau pour aider à l'hébergement, des hébergements d'urgence, voilà. C'est une situation inédite et on construit des réponses collectives en fonction des situations. Parce que mon ex est parti à l'hôtel avec une autre meuf. Et vous êtes toujours à l'hôtel, vous? Ouais. D'accord. Ça se passe bien? Ouais. Bon, c'est bien déjà. Je me suis embrouillé avec mes parents. Ah oui. Et d'un coup, je me suis retrouvé à la rue. Il n'y a pas eu moyen de rattraper le coup, non? Non. Fatigué et je ne sais pas où aller. Aidez-moi s'il vous plaît. 9e jour aujourd'hui. Moi, fatigué, mon anima me vient à tomber. Je ne sais pas comment faire. Je vais appeler le 115. S'il vous plaît.
Je vais regarder ce que je peux faire pour vous. Merci. Donc Yves, parle-moi aussi des bénévoles. Parce que j'ai rencontré des bénévoles avec des profils complètement différents. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire aux bénévoles? Il y a un mot dans la langue française qui est joli quand on le prononce avec sincérité, c'est merci. Contrairement à l'image que certains voudraient renvoyer comme quoi les jeunes ne s'engagent pas, c'est un démenti cinglant. Moi je suis de ceux, pas tout seul, mais de ceux qui disent que les jeunes ils s'engagent. Les jeunes ils regardent les situations, ils disent voilà, là je peux donner de mon temps, voilà. Ils font. Peut-être qu'après ils vont disparaître, mais ce qu'ils auront acquis là, inévitablement voilà. Et donc ouais, moi quand j'ai lancé l'appel sur ma page Facebook, entre autres, c'est les jeunes qui ont répondu. Et ils sont là, partout les jeunes s'engagent. Puis c'est du concret, quoi. On voit bien, c'est la rencontre des autres, de ceux qui ont de grandes difficultés. Donc ça leur parle et donc ils sont là, on ne peut pas rater ça. Prendre les compétences des bénévoles pour leur parcours professionnel, y compris que ça compte dans la reconnaissance professionnelle d'une carrière. Je crois que là, c'est la démonstration que ça, c'est incontournable. Et ceux qui sont au pouvoir ou le seront demain, il faut absolument qu'ils prennent ça en compte. Les bénévoles engagés aujourd'hui développent des compétences dans l'aide aux personnes les plus précaires qui est incontournable. Et ça, si on rate cette situation et ces compétences, on n'aura pas tout compris de ce qu'on vient de vivre. Au niveau de la salle, il faut qu'il y ait au moins 1,50 m entre chaque personne et entre chaque table. Voilà, quand les gens arrivent, on les accueille avec un gel hydroalcoolique pour qu'ils se lavent les mains. Ensuite, après, ils peuvent prendre place. Quand ils arrivent, on leur donne un set de couverts, un verre. Voilà, après on passe avec l'eau en attendant d'avoir les premiers plats. Ensuite, on envoie les plats, voilà. Donc chacun s'arrange en général. La carafe d'eau, on sert uniquement au verre. Oui, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Voilà, parce qu'on ne laisse pas les pichets pour éviter aussi de jeter de l'eau à la fin. Et puis pareil aussi la contamination sur les pichets. Donc voilà, c'est pareil le pain, tout ce qui est pain, sel, poivre, on donne à la demande. Et ils ne se servent surtout pas. Toujours pour éviter le problème de contamination, bien entendu. Et voilà, quand ils sont à une table, ils y restent. Alors au tout départ, donc moi c'est vrai que je suis là depuis le début, en fait j'ai répondu à l'appel de Efcalip. Et du coup la première réaction ça a été de savoir si on allait avoir du matériel de protection, les masques, les gants, le gel hydroalcoolique. C'était ma première préoccupation. Et puis du coup vu que dès le départ en fait on a réussi à choper du matériel, je me suis dit que les conditions étaient réunies pour participer à cette action de bénévolat. Et pour vous Après, pour ma part, c'est un ami qui travaille ici, qui est bénévole ici, qui me disait que depuis quelques temps, il y a de moins en moins de bénévoles qui pouvaient se rendre disponibles et qu'il y a de plus en plus de bénéficiaires. Donc, elle m'a proposé de venir ici, donc je suis venu, ça m'a plu et c'est pour ça que je reviens presque quotidiennement. Quand on est arrivé, il y avait quand même on avait tout le temps respecté les mesures de distance. On avait des masques dès le début, des gants dès le début, des tabliers dès le début. Donc au final, ça m'a pas fait peur. Une fois que je suis arrivée pour le premier jour, après, c'était bon. J'ai participé un peu à un repas pour tous et même s'il y a beaucoup d'humanité là-bas, on n'a pas autant d'humanité qu'ici parce que là on prend le temps de parler aux gens, de leur demander comment ça se passe chez eux parce que mine de rien eux aussi ils sont confinés donc qu'ils aient un chez eux ou non, c'est pas forcément évident pour eux. Donc je pense que c'est ça aussi qui va être regretté, c'est ce lien qu'on a créé. On avait une bénéficiaire qui est partie à l'hôpital ce midi. Là quand elle est revenue, on a tous pris de ses nouvelles et elle est venue nous donner de ses nouvelles et on sentait bien que même elle, ça lui faisait du bien d'avoir quelqu'un qui s'intéresse vraiment à sa situation. Donc on donne aussi un peu de chaleur humaine en même temps. C'est ça, on donne à manger mais ça fait pas tout. Alors déjà ce qui est cool en fait c'est vraiment que c'est venu spontanément. Ça veut dire qu'au début en fait fallait venir pour voir comment ça s'est organisé. On partait pratiquement de rien, on a réussi à mutualiser les savoir-faire parce qu'il y avait des personnes qui savaient à peu près déjà travailler dans l'hôtellerie, qui travaillaient dans l'action sociale de manière générale. Donc ça s'est fait spontanément et au fur et à mesure on a réussi à trouver une organisation qui nous permettait à la fois d'assurer la sécurité des bénéficiaires et des bénévoles et puis d'être plutôt efficace puisque du coup on est autour de 300 repas distribués par jour. Je m'attendais à une certaine difficulté par rapport à, comment dire, je sais pas moi,
scènes ou des scènes de vie, des histoires qu'on vous raconte, tout simplement, voilà, peut-être juste une misère sociale à laquelle j'avais peut-être pas encore fait face jusqu'alors, même si j'ai travaillé avec des publics difficiles. Voilà, je mets des grosses guillemets parce que clairement ça ne l'est pas. Mais ouais, il y a des choses là qui m'ont, je dirais pas choquée parce que c'est pas dans le sens négatif, mais j'ai pas à juger, c'est juste que ouais, il y a des choses qui ont été assez difficiles à voir, notamment une histoire avec une dame dans le tram qui me dit qu'elle se fait battre, etc., qu'elle vient de passer la nuit dehors, et moi j'essaye de lui donner un numéro, etc. Et au final, il s'avère que c'est une dame qui ment pour... mais moi, je ne pouvais pas deviner d'une, et puis en même temps, même si elle me ment, je ne vais pas aller la blâmer pour ça, parce que si elle est dans cette situation, moi j'en sais rien, je ne connais pas sa vie, je ne connais pas son histoire. Mais oui, il y a des choses qui, en fait, faut un peu se blinder. Donc en tant qu'infirmière libérale aussi, vous avez un rôle de repérage ici au niveau en tant que bénévole? Oui, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en rupture de soins, surtout des personnes isolées. En rupture de médicaments, rupture de soins, ça peut être psychiatrique, ça peut être handicap. Oui, et puis après c'est aussi toute la bobologie, et puis après derrière ça aussi, derrière les demandes de j'ai mal là, il y a aussi un besoin de lien et un besoin d'écoute. Donc vous allez faire comment? Si vous rencontrez ce soir, par exemple, quelqu'un qui est en rupture de médicaments pour un problème psychiatrique, quelle va être votre action? Alors déjà, je vais questionner le patient sur comment il prend ses médicaments. Je vais essayer de voir s'il a son ordonnance, essayer de faire un petit point avec lui. Et puis si je vois qu'il est un peu perdu, je sens qu'il ne prend pas bien ses médicaments, je vais prendre mon téléphone, je vais appeler le service. Et puis pour essayer de faire un point, ce qui m'est déjà arrivé là, et puis essayer de voir comment on peut faire autrement et avec cette personne-là. Mais globalement, ouais, c'est ultra précaire, mais vraiment. Mais bien sûr, on a beaucoup de gens qui sont sous RSA, même qui ne le touchent pas. On a des gens qui sont dans la rue depuis beaucoup d'années, on a des gens qui sont dans la rue depuis là quelques mois parce qu'il y a eu X événements dans leur vie qui a fait que, des choses qu'ils ne contrôlent pas, etc. Des gens qui sont jeunes, des gens qui sont... Il y a des familles aussi. On a aussi beaucoup de gens qui sont en demande d'asile. Alors il y a quelques événements que je garde en tête. C'est quand par exemple on a un bénéficiaire qui fêtait son anniversaire, un jeune garçon. Et donc du coup pour son anniversaire, on a réussi à lui dégoter un ballon de foot. Alors il parlait pas beaucoup français, mais on sentait quand même que dans son regard, etc., il était reconnaissant. Et puis c'était un chouette moment parce que du coup on a tous fêté en fait son anniversaire, on a tous chanté à ce moment-là. Donc c'est pour rappeler que même dans cette période un peu compliquée, il y a des rituels encore qu'on peut célébrer comme les anniversaires et notamment pour les jeunes enfants encore. Qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça représentait ce travail d'équipe de bénévoles? C'est quelque chose qui était nouveau pour moi parce que je n'ai pas fait de bénévolat avant. Et je suis très contente de l'avoir fait, et surtout maintenant avec l'équipe qui est ici. Je pense que c'est une première expérience. Vous êtes jeune, il vous donne envie de continuer dans cette voie-là du bénévolat parce que vous moi, oui, déjà clairement. fait. Après, il faut que je vois personnellement comment je vais prendre le temps de faire tout ça, etc. Mais oui, dans l'idée, ça donne envie d'en faire. Et on donne des croquettes aux chiens. Ça, c'est mon petit plaisir. Nous rencontrons aussi des bénévoles plus expérimentés. Un repas pour tous, c'est une petite association locale, Mancel, donc, que j'ai créée il y a à peu près, que j'ai créée en 2012 de mémoire, donc elle va fêter ses 8 ans malheureusement. On sert des repas faits maison, tous les dimanches, de 7h à 8h, de 19h à 20h, place des Comptes du Maine. Et donc du coup, on ne demande aucun justificatif, donc tous ceux qui ressentent le besoin de venir manger viennent. Donc ça peut être des gens qui n'ont pas de toit, des SDF, ça peut être des gens en grande précarité, des retraités qui n'arrivent plus à finir les fins de mois, des étudiants, et on les appelle nos invités. Donc du coup, c'est un repas pour tous et généralement les bénévoles mangent un petit truc avec eux. Donc on partage, c'est plutôt un lieu d'échange, on va dire. D'accord. Donc depuis le confinement, vos invités, vous les voyez plus naturellement, ils sont confinés. Voilà, exactement. Vous avez eu des contacts, vous avez pu les conseiller, vous avez pu les informer? Alors nous, quand le premier week-end où ils ont décidé d'interdire les rassemblements, on est tout de suite allé voir les invités sur la place. On a essayé de contacter le plus d'invités possible pour leur expliquer que évidemment on ne pouvait plus se rassembler place
place des Comptes du Maine, et qu'il y avait des choses de mise en place par la ville, par Yves Calip. Et du coup, on les a invités à venir à la salle Barbara manger, prendre des repas ici. Donc, du coup, la plupart sont venus ici et les autres, on ne sait pas comment ils font pour se nourrir. On a monté une maraude le 13 avril 2019 avec plusieurs bénévoles, on est une dizaine. Et tous les vendredis, on prépare des repas complets chez nous. Et donc, de 19h à 20h, place des Comptes du Maine, on est présent. On fait de la distribution statique, plus on maraude au niveau de la gare, on a un rendez-vous avec les gens de la rue. Combien vous donnez de repas à peu près par semaine, par mois, je ne sais pas? La moyenne, on est à 37 repas tous les vendredis, en moyenne. Après, il y a des fois plus, il y a des fois moins. Ce qui fait que ça baisse, c'est quand le RSA tombe. Ce n'est pas leur métier. Et s'adapter avec une grande efficacité, un objectif quotidien pour ces bénévoles. C'est pas votre métier la cuisine? Absolument pas. Loin de là. Vous faites quoi dans... Moi, j'ai été éducateur, j'ai été enseignant et aujourd'hui je suis conseiller en évolution professionnelle. Là en ce moment je travaille chez Pôle emploi. À la base, je travaille avec les migrants, avec les mineurs isolés, voilà, avec le public qui a besoin d'être accompagné. Et comment vous êtes devenu bénévole Comme beaucoup de bénévoles ici, j'en avais assez de rester à pleurer sur les chiffres que je voyais tous les soirs et puis me rendre compte quand j'allais faire mes courses qu'il y avait des gens qui avaient l'air d'être réellement dans le besoin. Pour avoir été un militant avant d'ATD Carmonde, je me disais, et ces gens qui sont à la rue, on fait comment? Et du coup, j'ai envoyé un message à Yves Calip, que je sollicite constamment quand j'ai besoin d'aide pour les jeunes que j'encadre, que j'essaie d'accompagner, en disant cette fois-ci c'était moi qui étais disponible pour lui apporter mon aide s'il avait besoin. Donc il me dit un beau jour de venir à 12h30 ici, un samedi. Ça faisait une semaine à peine que le confinement avait été déclaré. Il m'explique un peu ce qu'il fait, il me dit écoute, si tu es prêt à venir le soir, viens le soir. Et puis le soir est venu le lendemain midi, puis le lendemain soir, etc. Et puis depuis je suis là tous les jours. Voilà. Quand on vient pour la première fois, qu'on est en plein Covid, ouais. C'est un cas de conscience pour vous. Vous avez eu peur? Qu'est-ce que vous Sincèrement non. Moi je viens de l'Est, où j'ai travaillé au Pôle emploi là-bas, où ça a explosé. Donc voilà, pour le coup je me sens serein là-dessus. Et bien sûr j'ai les gestes comme tout le monde, j'ai les tocs de lavage des mains, j'ai les mains qui en attestent parce qu'elles sont brûlées à force de les laver, de les surlaver. Je rentre chez moi le soir, c'est la douche, le matin la douche, etc. Quand je rentre faire ma pause, pareil, je me lave de partout pour être sûr de ne rien avoir chopé, quoi. Et puis mes fringues. La machine n'a jamais autant tourné que depuis que je suis ici, quoi. Et les gestes barrières, ils sont bien respectés ici? Je veille à chaque fois. Il y a de temps en temps un petit moment où il faut rappeler à l'un ou à l'autre, attention, t'es trop frais, je sais que c'est ta copine, je sais que c'est ton copain. Mais non, les gens le respectent quand ils viennent, nos bénéficiaires le respectent vraiment. Ça se traduit comment alors? On les accueille au portail et on leur donne un peu de solution hydroalcoolique pour se laver les mains. On veille à ce qu'ils aient des distances. Les tables, comme elles sont placées, sont à distance d'1 mètre à 1,50 m pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de soucis là-dessus. Et donc on veille à leur sécurité autant qu'à la nôtre, quoi. Nos équipes de serveurs sont équipées constamment, masques, gants, tabliers pour éviter les projections. Ils veillent à ce que les assiettes ne se croisent pas, ne se touchent pas, toujours, ce n'est pas eux qui servent, ils ont leurs assiettes, je remplis, jamais au-dessus d'un plat, etc. quoi. Tout est fait pour éviter moindre propagation du virus, quoi. Donc Samy, il est 16h30, là vous êtes en train de préparer pour le soir là? Là je suis en train de préparer justement pour ce qui sera pour la Croix-Rouge, qui va prendre pour les foyers que sont Pontlieu où il y a 45 personnes et Flore où il y en a 24. Donc eux ils prennent des repas chauds, donc je les mets en cellule, ils vont chauffer, je vais rajouter les pâtes d'ailleurs pour Flore. Comme ça ce sera prêt pour eux, ils vont arriver vers 5h30, 6h. Et ils vont venir les récupérer avec leur dessert, le pain, le fromage. Ils emmènent les plats chauds là. Eux, ils emmènent les plats chauds. Après, pour les autres, Tarmac, qui va s'occuper, eux, de Noguès. Uniquement Noguès le soir, mais sinon la journée, c'est Saint-Liboire et Noguès. Eux, ils emmènent en froid parce qu'ils ont de quoi réchauffer là-bas. Donc pour l'instant, moi, toujours mon rituel, borné que je suis,
Je commence par ceux qui sont le plat chaud, je les mets, puis après je vais m'attaquer aux deux autres. Donc votre entrée, ça va être ça. À C'est peu une près un tarte au cinquième. poireau. Il y aura une moins julienne intéressant. de légumes derrière et du poisson avec une sauce de la mer. Donc j'ai vu qu'il y avait des moules qui se baladaient dans la sauce. Franchement, ça a l'air plutôt pas mal pour le coup. On va croiser les doigts tous que Apollon, dieu du soleil, veuille bien veiller à ce que ça reste sexe dans les chiffres. Hein. On était descendu avec le début du ramadan. J'ai gagné mon pari. On a déjà un premier qui a raccroché. Qu'est-ce que vous faites? Parlez-moi de votre rôle de bénévole. Moi, quand je viens ici, moi je fais le service. Chacun a des rôles et moi je fais le service. C'est-à-dire que parfois je peux arriver un petit peu en avance, essayer d'aider un petit peu. Allez, on va couper le pain, on va préparer les ramequins pour le dessert, on va préparer les couverts, etc. Aller vers les gens, leur donner leur plat, parler un peu avec eux et aussi préparer avant qu'ils arrivent les tables, tout ranger, nettoyer après leur passage et avant leur passage. Donc voilà. Après, il faut juste faire attention en fait, à c'est aux différents gestes que nous on va faire. Mais une fois qu'on a compris qu'on sait mettre en place ces différents gestes et barrières, après ça roule tout seul. Et en fait, on a réceptionné des plats d'un traiteur, qui nous livre 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. qui nous permet de faire le complément avec le nombre de repas que nous fournit la ville. On fait l'inventaire de toute la marchandise pour noter et puis bien entrée, plat, dessert. Pour gérer le stock et aussi pour essayer de savoir où ça peut être envoyé. Par exemple, les étudiants, ils mangent que des légumes. Donc là, il y a des pâtes, on va faire un gratin et ça partira directement chez les étudiants. C'est un exemple. Et les entrées, on a réuni plusieurs entrées pour que ça fasse une certaine quantité pour un site qu'on a envoyé. Alors ça fait quelques années que je suis installée sur la commune de Sargé. Je travaille aussi pas mal sur la commune de Saint-Louis-l'Évêque. D'une façon générale, lorsque j'ai un surplus ou lorsque je pars en congé, je donne mes fleurs, souvent aux paroisses parce qu'elles me font travailler d'ordinaire. Et ça leur permet d'être fleuries lorsque je pars en vacances. Cette fois-ci, je souhaitais récompenser faire profiter plutôt à des bénévoles, à des soignants, à des gens qui s'engageaient pour notre communauté du fait des événements actuels et leur en faire bénéficier eux. Parce qu'il y a quand même beaucoup de précarité et c'est important qu'on puisse être bénévole et qu'on puisse tous les aider, qu'ils soient au restaurant comme des invités. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir nourrir les étudiants, les personnes qui n'ont pas de domicile. Voilà, très important. Une nouvelle précarité avec un nouveau public précaire. On parlait déjà de ceux qui, les travailleurs pauvres, ils vont plus travailler, ils vont dans la grande précarité, ils vont tomber. Donc après, il y aura des réponses par des actions solidaires, donc les associations, les collectivités. Mais il faudra aussi d'autres réponses, mais il va falloir aussi que ce monde économique se mobilise aussi en fonction du salariat qui, du jour au lendemain, va se retrouver sans boulot. Il va falloir se mettre autour d'une table. Mais là, ça dépasse les collectivités. Les collectivités vont construire des réponses. La solidarité, ça fait un moment, et là on en construit encore, mais ça va continuer. Et le monde économique, il va falloir aussi qu'il crée aussi des réponses en fonction de tout ça. Puis il va falloir qu'ils trouvent des réponses déjà pour eux-mêmes, parce qu'on a le parcours du cœur là, avec les boulangers, des traiteurs, tout ça, qui eux-mêmes sont en difficulté puisqu'ils ne peuvent plus. Les restaurants sont fermés, les bars sont fermés. L'artisanat, évidemment, est en train de souffrir. Et j'espère que l'expérience de cette crise sanitaire va servir non seulement de leçon, mais aussi de réflexion sur comment on vit dans une crise sanitaire et comment on vit le après. D'autant plus que si j'en crois les scientifiques, le virus il ne va pas s'en aller demain matin, c'est-à-dire que le 12 au matin il ne va pas être parti, il va exister. Donc on aura évidemment à mettre en place un autre mode de vie, il faudra qu'on tienne compte de tout ça, mais je pense aussi qu'il faudra qu'on ait aussi un autre mode de production, vraiment une production qui serve la nation et pas une poignée. Voilà. Je veux être un homme qui oublie ses ennemis pour tendre la main. Amour, passion, tendresse et sympathie. Je veux graver ces mots-là dans ma vie.